Merci mille fois d'être venus nombreux ce soir pour cette nouvelle conférence placée sous le signe de la ville en transition, dont on vous parlera mieux que ce que je peux faire maintenant dans quelques instants. C'est à nouveau un plaisir, un honneur pour moi d'être chargé de faire un peu de maïeutique, de discuter, de faire parler celui que vous êtes venu écouter ce soir, de le faire parler de beaucoup de choses, de le faire parler de justice sociale, c'est le titre de la conférence, le nouvel ordre de la justice sociale, de lui faire parler aussi de ces fameuses institutions invisibles qu'il a repérées, qu'il a théorisées, qui traversent, qui sous-tendent nos sociétés, vous le verrez. Le lien avec la justice sociale se fera, je pense, de manière assez spontanée. L'orateur que vous êtes venu écouter, vous le connaissez si vous êtes venu l'écouter. Il est professeur émérite au Collège de France. C'est un grand historien, c'est un grand sociologue. Il était économiste, je crois, d'abord. Pour le premier diplôme, c'est plutôt HEC que l'histoire. Grand historien, grand spécialiste de la démocratie, de la question sociale, du fait social, qui écrit, je ne sais pas comment font ces gens pour écrire autant de livres et pour lire autant de livres, mais paraît-il il y a des techniques, peut-être nous en dévoilera-t-il tout à l'heure. Enfin, on sera ensemble jusqu'à 20h, vous aviez le programme ici, on sera ensemble jusqu'à 20h30, c'est-à-dire que dans quelques secondes, je vais me taire, j'aurai le plaisir d'appeler notre hôte, qui vous dira quelques mots de bienvenue, et puis ensuite l'entretien avec Pierre Rosanvallon. Ensuite, la parole vous sera donnée, puisqu'on essaie de laisser une large place aux questions, interventions, remarques, interactions avec vous. Et puis tout ceci nous conduira jusqu'à 20h30, heure à laquelle il y aura une séance de dédicace juste devant l'entrée, et puis un verre, une verrée, je crois que ça s'appelle ça comme ça. Je vous signale, vous l'avez peut-être remarqué, que la conférence est signée, et que si jamais vous avez manqué un mot de ci, de là, vous pourrez retrouver les propos de la conférence sur la chaîne YouTube de la ville de Genève. Et c'est donc la patronne de la ville de Genève que j'appelle pour vous accueillir en bonne et due forme, de manière à la fois chaleureuse et protocolaire, la maire de Genève, Madame Christina Kitsos, qu'on peut applaudir. Madame l'ancienne conseillère fédérale, chère Ruth, Mesdames et Messieurs les élus cantonaux et communaux, Madame l'ancienne maire de la ville de Genève, chère Sandrine, cher Monsieur Rosanvallon, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et une joie pour moi de vous saluer à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale. La venue de Monsieur Rosanvallon à Genève s'intègre au sein d'une réflexion que nous développons maintenant depuis 4 ans sur la ville en transition. Nous avons eu l'occasion, dans le cadre de ce cycle de conférences, d'écouter déjà Christiane Taubira, Boris Cyrulnik et Cynthia Fleury. L'idée de ce cycle de conférences, c'était de se dire que déjà en tant qu'institution, en tant qu'autorité, il est important de pouvoir prendre du temps, d'avoir un espace-temps privilégié pour échanger, pour réfléchir, pour se remettre en question aussi, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, voire aussi institutionnel. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le terme « transition » ? Alors, ça fait référence tant au plan individuel que collectif. Sur le plan individuel, d'abord, j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour celles et ceux qui étaient venus aux premières conférences. Donc, à l'échelle individuelle, nous vivons toutes et tous différentes transitions, différents moments de bascule qui marquent nos parcours. Ce sont parfois d'ailleurs de véritables épreuves de vie. Que ça soit un deuil, une séparation, que ça soit l'entrée ou non, la difficulté d'entrer sur le marché du travail, la maladie, etc. Et ces transitions-là sont parfois l'occasion de rebondir, se renforcer, trouver de nouvelles compétences, mais parfois aussi, parce que nous ne sommes pas toutes et tous à égalité, dans ces moments-là, il y a une vraie bascule qui se fait. Donc, parfois avec des formes de précarisation, de pauvreté, voire de marginalisation et d'exclusion. Et c'est dans ces moments-là où les services publics doivent être particulièrement présents pour faire en sorte que les personnes puissent se raccrocher, s'ancrer dans le présent pour
imaginer un futur. Mais ces transitions, ce sont aussi des moments collectifs, des changements légaux, des changements via des révolutions technologiques, numériques, des élections aussi, qui peuvent faire basculer un certain nombre de décisions qui vont découler de ces élections. Et dans ces moments-là, qui sont aussi des moments de bascule, il nous revient de nous interroger et de voir comment est-ce qu'on peut faire face avec une manière de redéployer les prestations, de repenser nos politiques publiques. Alors, il est évident que nous vivons des moments troublés avec un certain nombre de crises majeures, en tout cas de défis globaux très importants. Alors, on a déjà eu la pandémie, alors ça nous paraît loin, mais en même temps, il y a eu des conséquences très importantes sur le plan humain, sur le plan économique. Au niveau géopolitique, eh bien, on voit aussi les incertitudes qui sont les nôtres actuellement, les dérèglements climatiques qui sont toujours plus importants, et on pourrait même parler d'une crise du lien, avec notamment l'apparition de l'intelligence artificielle, cette révolution technologique de grande ampleur dont les conséquences sont encore imprévisibles, même si voilà, on pourrait échanger pour savoir s'il faut être optimiste face au progrès, parce que les progrès, comme le disait Boris Cyrulnik, eh bien, l'être humain a toujours été fait d'artifice et de verbe. Donc l'artifice nous a permis aussi de survivre, de progresser, d'avoir des développements scientifiques d'envergure, de soigner aussi un certain nombre de maladies. Et puis, de l'autre côté, eh bien, quelque part, par ces développements, on génère aussi un certain nombre de problèmes et de défis. Et il nous appartient justement de questionner finalement ces développements et puis surtout de voir dans quel sens elles peuvent venir fragiliser nos démocraties qui sont confrontées à l'essor des fake news, des deep fakes, vous me pardonnerez l'usage d'anglicisme, donc des formes de désinformation, avec l'abandon de la vérification des informations sur les réseaux sociaux, la montée des discours de haine, notamment à l'égard d'un certain nombre de minorités, mais aussi à l'égard des femmes. Donc ce sont des transformations qui sont porteuses de dangers et qui concernent vraiment l'accès à une information de qualité. Et tout le monde le sait, l'information, c'est le pouvoir. Donc ces crises et ces transitions, nous en sommes témoins, et puis elles peuvent entraîner des formes d'angoisse, de colère, de repli sur soi, des formes de ressentiment palpables qui se traduisent notamment par la montée des partis populistes. Donc au croisement des problèmes et des opportunités engendrées par ces crises collectives et les transitions personnelles, on voit que les villes ont un rôle à jouer parce que nous sommes le premier maillon de cette vie politique, sociale et économique, et nous sommes aussi souvent le dernier rempart contre les inégalités. Alors, cher monsieur Rosanvallon, dans le cadre des réflexions que nous menons, vos travaux nous inspirent tout particulièrement. Dans votre dernier livre, « Les institutions invisibles », vous faites le constat d'un ébranlement de l'ordre démocratique dont les causes sont à chercher principalement dans un mouvement de déconstruction des liens sociaux porté par certaines élites, et notamment des élites technocratiques. L'ampleur de la vague populiste qui traverse de nombreux pays indique la puissance de la colère et du ressentiment qui habitent des femmes et des hommes confrontés à la destruction systématique de tout ce qui permet de faire société, de faire commun. Cela fait longtemps que vous étudiez, Monsieur Rosanvallon, le phénomène des populismes, du populisme, et vos travaux représentent une somme incontournable dans laquelle les politiques peuvent puiser des solutions pour restaurer la confiance. Si votre analyse s'attache essentiellement à la situation qui prévaut en France, elle peut bien entendu s'appliquer à d'autres pays, et notamment à la Suisse. À cet égard, il serait intéressant d'ailleurs de savoir ce que vous pensez du système de démocratie semi-directe de la Suisse et notamment savoir si celui-ci peut nous permettre de freiner le populisme et
ces formes d'extrémisme que nous voyons actuellement un peu partout en Europe et dans le monde. Les revendications de dignité qui s'élèvent un peu partout aujourd'hui sont une manifestation des blessures infligées aux liens sociaux. Pour y remédier, pour restaurer la justice sociale, vous proposez en outre de définir des politiques de proximité qui tiennent compte de ce que vivent les gens au quotidien, des réalités très concrètes des gens dans leur chair, CHAIR, bien entendu. Je suis personnellement convaincue de l'efficacité des politiques de proximité. Elles renforcent le pouvoir d'agir des citoyennes et citoyens et contribuent à restaurer non seulement la confiance, mais aussi la légitimité et de développer, in fine, un sentiment d'appartenance. Comme vous le dites, Monsieur Rosanvallon, je vous cite, « L'attention à la particularité est en effet aujourd'hui un des marqueurs les plus sensibles de la qualité démocratique d'une société et des institutions qui l'organisent. Elle constitue à cet égard une sorte de pendant des politiques du CARE dans l'interaction immédiatement individuelle entre un individu et une institution spécifique. L'engagement du département de la cohésion sociale et de la solidarité, dont j'ai la charge, s'engage complètement dans ce sens. Ainsi, cher Monsieur Rosanvallon, je me réjouis, nous nous réjouissons de vous entendre et je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous ce soir. Je remercie également l'Université de Genève qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que toute l'équipe du département impliquée dans l'organisation de cette soirée, et en particulier Corinna, Isaac, Renaud. Merci infiniment. Merci aussi à toi, cher Alexis Favre, que je ne... Ah voilà, pour la modération de cette soirée. Une très très belle soirée. Merci. On va l'accueillir un peu comme une rockstar. Merci Madame la maire. Je vous propose d'applaudir Pierre Rosanvallon, sans attendre. Alors, sauf erreur, est-ce que vous êtes équipé? Ah non, vous prenez un micro, oui. Un micro main, ça ira très bien. Ça tombe bien, j'avais prévu de poser cette question sur la politique de proximité comme rempart au populisme, mais on ne va pas y venir tout de suite, mais on va y venir, chère Christina. Merci mille fois d'accepter de répondre à ces questions, enfin à quelques questions. On va commencer d'ailleurs par rebondir sur ce que Christina Kitsos sur le populisme qu'a remarqué, comme beaucoup de monde, Christina Kitsos. Vous intervenez ici en février 2025, année particulièrement chahutée, particulièrement chamboulée. Longtemps, d'aucuns l'ont annoncé, longtemps on l'a redouté, cette fois la déferlante populiste est là. On peut parler de Donald Trump, il est peut-être le précurseur de quelque chose de plus large. Je vous en parle pour faire le lien immédiat avec la justice sociale, parce qu'on sait très bien que derrière, dans les ressorts du discours populiste, il y a évidemment, on surfe, pour rester dans la métaphore de la vague, sur le ressentiment, le sentiment d'injustice, le sentiment de frustration, la résignation, le sentiment de déclassement. Est-ce que quelque part, la montée du populisme, ou ce moment populiste, est un signe d'une crise de la justice sociale sous-jacente ? En tout cas, la montée du populisme est le signe que nous sommes entrés dans un nouvel âge d'attente de politique sociale. Qu'est-ce que la justice sociale classique? La justice sociale classique se définit par la recherche de standards minimaux qui permettent de définir la dignité de vie d'un individu. Donc, ça va être la longue histoire des minima sociaux. La justice sociale, ça a d'abord été cela, définir un salaire minimum, des allocations minimales qui permettent de définir un standard de vie digne pour tout le monde. La deuxième élément d'histoire de la justice sociale, ce sont les politiques de redistribution. La justice, c'est établir la différence de contribution en fonction de vos moyens. Et donc là, ce sont deux principes qui ouvrent en permanence une discussion sur qu'est-ce que c'est que le minimum d'une vie digne, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'une bonne redistribution, qu'est-ce qu'une redistribution acceptable
par tous. Donc ça a été l'histoire classique, si je puis dire, de la justice sociale. Mais maintenant, nous sommes entrés dans un nouvel âge de la justice sociale. Pourquoi ? Parce que quand on définissait des minima sociaux et de la redistribution, on considérait la société comme un ensemble de catégories statistiques. Donc, il y avait des catégories de revenus, il y avait des catégories de travail, il y avait une vision, on pourrait dire, catégorielle. Objectivable aussi. Objectivable de la justice sociale. Aujourd'hui, la justice sociale, elle est beaucoup plus définie par ce que les individus considèrent comme personnellement juste. Donc, ça va être une justice définie de façon beaucoup plus rapprochée. C'est-à-dire le sentiment qu'ils vont penser qu'autour d'eux, une personne a pris un congé maladie trop long. Ils vont considérer ça comme injuste, par exemple. Ils vont considérer aussi comme injuste le fait que des difficultés particulières les concernant ne sont pas prises en compte. Qu'on va donc considérer la justice sociale non pas simplement à partir de critères statistiques, mais à partir, je dirais, des trajets de vie de chacun, de la vie pratique de chacun. Et là, on entre dans un univers de la justice qui est beaucoup plus complexe. Faire la justice en disant voilà quel est le niveau du salaire minimum dans la société et ce qu'est le bon impôt redistributif, ça continue d'être des sujets permanents. Mais aujourd'hui, on voit que la question de la justice, elle s'est en quelque sorte démultipliée, elle s'est décentralisée, elle s'est rapprochée en quelque sorte de chaque individu. Et du coup, le fait que la définition de la justice se lie à la perception plus aiguë de tout un ensemble d'injustices. Et comprendre cette descente vers la personne de la perception des injustices, c'est aujourd'hui absolument décisif. Parce que cette perception, elle est fondée sur une certaine vision de l'égalité. Quelles sont les inégalités inadmissibles? Ce sont des injustices. Et quelles sont des inégalités admissibles? Parce qu'elles reposent, par exemple, sur des critères objectifs. Si vous avez fait des études de 7 ans après le bac par rapport à des études de 2 ans, on peut penser que vous pourriez accéder à une rémunération un peu plus importante. Donc là, on entre dans un nouvel univers de l'évaluation des injustices sociales, qui est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus complexe, et qui va au fond beaucoup plus au cœur de la vie des sociétés. Et autrefois, qui disait justice sociale en termes redistributifs, en termes de minima sociaux, c'était le triomphe des statisticiens. Les statisticiens faisaient le bilan de qui était en dessous de telle rémunération, etc. Mais maintenant, on voit qu'il faut faire une appréhension des rapports à la société de chaque individu qui est beaucoup plus développée, beaucoup plus personnalisée. Au fond, il n'y aura plus une seule définition de la justice, un seul critère ou quelques critères simples de base, mais il y aura à définir de façon beaucoup plus approfondie des définitions qui peuvent être contradictoires de la justice sociale. Et donc, faire de la justice sociale, je dirais, la question démocratique centrale. Parce que la démocratie, ce n'est pas simplement s'organiser le suffrage, la démocratie, c'est construire une société où on vit en commun. En ce sens-là, ce changement de définition, cette complication finalement, cette complexification de la notion de justice sociale, dans quelle mesure, pour revenir aux populistes, est-ce qu'elle n'a pas été un peu comprise par les populistes? C'est-à-dire que l'ordre balayé par Donald Trump, l'ordre libéral, disait en gros, le royaume des statisticiens disait « nous savons ce qui est bon pour vous, on va vous expliquer, et puis vous allez voir, ça va changer ». Là où Donald Trump vient leur dire « je sais ce qui vous arrive, je vous ai entendu, vous allez voir ce que vous allez voir, on va retourner la table ». Alors évidemment qu'on peut se méfier de la recette, mais est-ce qu'il y a quelque chose à garder là-dedans? Est-ce que ce n'est pas précisément ce « je vous ai entendu » ? Oui, mais évidemment, le populisme prétend qu'il se définit comme le groupe ou le mouvement qui comprend de l'intérieur la société. Mais il la comprend d'une certaine manière. Il est effectivement à la fois l'interprète et le propagandiste d'une culture de la révolte contre le ressentiment. Il est le propagandiste d'une culture qui cherche à désigner des boucs émissaires dans la société et à repousser ces boucs émissaires. Et il le fait de telle façon qu'il réussit de façon assez extraordinaire
à faire passer au second plan les différences sociales. Trump a mis en quelque sorte sur un même plan le super milliardaire et celui qui vit de très peu dans le Kentucky ou dans l'Ohio. Et donc, la réponse qu'il apporte, c'est « je comprends votre ressentiment, mais est-ce que je comprends en profondeur votre situation ?» C'est là toute la discussion. C'est pour ça que confronter le populisme, c'est montrer aussi qu'il y a d'autres définitions de la vie des gens. Et que le populisme a eu raison sur un point, c'est que la vie des gens n'est pas simplement définie par les catégories statistiques et économiques traditionnelles. En France, c'était l'expérience typique du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ce n'est pas un groupe social. Il y avait des petits patrons, il y avait des chômeurs, il y avait des mères de famille qui élevaient seules plusieurs enfants, il y avait des personnes qui surtout étaient dans l'isolement. Il y avait tout un ensemble de conditions sociales extrêmement différentes. Mais le point commun, le grand point commun, c'est qu'ils avaient le sentiment qu'au-dessus d'eux, on ne s'intéressait pas à eux. On ne prenait pas en compte leur réalité complexe. Et qu'on prenait, par exemple, on faisait une réforme de la fiscalité sur l'essence, mais on ne tenait pas compte du fait que des bas revenus avaient besoin de plus d'essence que d'autres pour aller au travail. Donc, c'était, on peut dire, les Gilets jaunes, ce n'est pas une révolte sociale ordinaire. C'est une révolte sociale contre une vision trop technocratique de la justice sociale. Ce sont les épreuves de la vie qui reprennent leurs droits, en tout cas qui demandent d'avoir voix au chapitre. C'était le titre de votre... Exactement. Les épreuves de la vie, c'est pour montrer qu'on ne se définit pas simplement... On ne définit pas simplement sa position par les variables objectives d'emploi et de rémunération, même si elles sont évidemment essentielles, mais on les définit aussi par rapport au sentiment qu'on est discriminé, à la peur d'être méprisé, de ne pas être respecté. C'est-à-dire que tout ce qui, en quelque sorte, abîme la relation sociale, pas simplement ce qui dégrade votre condition de vie ou de travail, mais tout ce qui dégrade votre considération par rapport aux autres. La démocratie, ça veut dire que c'est un régime dans lequel chacun peut sentir qu'il est important. Alors c'est très important qu'il y ait de la redistribution sociale, on ne revient pas, mais est-ce que chacun est considéré comme important dans nos sociétés aujourd'hui? Pas toujours. Et les États-Unis, c'est typique une société dans laquelle il y avait énormément de politiques sociales, mais pour des groupes cibles. Donc on ciblait des tas de catégories, mais on ne s'intéressait pas aux individus dans leur diversité. Et ce sont ces individus qui se sont, d'un certain point de vue, révoltés et qui n'ont pas eu de problème pour s'allier avec des milliardaires. Leur question, ça n'était pas la justice distributive. Leur question, c'était la reconnaissance de leur vie spécifique et de leur dignité. Mais parallèlement au mouvement qui peut être effrayant à cette déferlante populiste, il y a quelque chose d'éventuellement plus réjouissant, c'est qu'on a l'impression que le débat public, la modernité, depuis un certain nombre d'années, a commencé à tendre l'oreille et à écouter les épreuves de la vie. C'est-à-dire que par le truchement de la montée en puissance de l'importance de la dignité, de l'importance de la lutte contre la discrimination, des politiques de l'identité, tout ceci, c'est bien de ça qu'on parle. Donc, dans quelle mesure est-ce que le débat public a déjà, et vous a peut-être lu d'ailleurs le débat public, est-ce qu'il n'a pas intégré ça déjà un petit peu? Moi, ce qui m'avait frappé, c'était il y a une quinzaine d'années, lorsqu'il y a eu les printemps arabes, d'avoir vu que sur les banderoles qu'il y avait dans les manifestations des printemps arabes, les trois mots qui étaient le plus présents, c'était honneur, dignité et respect. Et donc, j'ai une amie qui travaillait sur ces mouvements, qui était présente et qui m'a montré des photos, et j'ai réfléchi à ça avec elle. Et je me suis dit, au fond, c'est la même chose dans nos sociétés, mais on ne l'a pas encore assez exprimé. Et surtout, on n'en a pas fait une force politique positive, alors que le populisme en fait une force politique simplement qui s'appuie négativement sur le ressentiment. Donc, ça n'est pas socialement constructif. Ce type de populisme ne fonctionne que s'il définit un ennemi intérieur contre lequel il peut se battre en permanence. Ça n'est pas constructeur d'un lien social, mais c'est constructeur d'un ennemi dans lequel on peut se consoler de son malheur. On se console de son malheur, mais on ne se reconstruit pas positivement.
Comment est-ce qu'on tend l'oreille à ces épreuves-là, à ces ressentis-là, qui sont d'une importance cruciale à vous entendre, sans faire le jeu de l'individualisation du monde? Je crois que vous appelez quelque part dans votre livre l'archipélisation vous parlez du sens commun en l'occurrence, mais on pourrait parler d'archipélisation du commun. C'est-à-dire que le revers de la médaille d'une écoute accrue au ressenti des gens, ou le danger, c'est peut-être une individualisation du champ d'analyse aussi. Oui, non? mais la société moderne, c'est aussi la reconnaissance des individus. Ce sont des individus, pleinement individus, qui veulent faire société ensemble. Et c'est pour cela que ceux qui ont souvent le mieux exprimé ces demandes, ces attentes, c'était par exemple des romanciers, c'était des cinéastes. Qu'est-ce qu'un romancier? Un romancier, c'est quelqu'un qui, à travers des histoires particulières, nous dit quelque chose sur la société tout entière. Quand on regarde une romancière comme Annie Ernaux, par exemple, quand on regarde Nicolas Mathieu, quand on regarde tout un ensemble d'œuvres contemporaines, et elles sont très nombreuses, eh bien, ce sont des singularités qui nous aident à faire société. Parce qu'au fond, dans le lien social le plus intime, la relation amoureuse, elle est au cœur de la question de la justice et de l'égalité. Parce que dans la relation personnelle, ce qui compte, c'est de découvrir et d'apprendre ce que veut dire vivre en égaux. C'est ce que disait le grand philosophe John Stuart Mill. Il disait, dans le couple, l'égalité n'est pas simplement une égalité que l'on peut mesurer, c'est une égalité qui se définit d'abord par la qualité de la relation. Et je crois que ça, c'est très important. C'est que dans nos sociétés, l'égalité doit être une qualité de la relation. Là, on est sur quelque chose de possiblement contre-intuitif qu'il faut peut-être détricoter un tout petit peu, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que vous parlez de la reconnaissance de la singularité. En même temps, quand on pense à la singularité, on peut imaginer qu'elle s'oppose à l'égalité. Vous nous dites pas du tout. Vous nous dites nous serons d'autant plus égaux que nous reconnaîtrons nos singularités respectives. C'est-à-dire que égal devient le contraire de identique ou semblable. C'est-à-dire que l'égalité, aller vers plus d'égalité économique, ne veut pas dire l'égalité absolue. Mais aller vers plus d'égalité économique doit s'accompagner d'une reconnaissance des singularités. Chacun veut être reconnu comme une personne propre. Il ne veut pas simplement être un numéro. Et c'est un petit peu le problème de tout un ensemble de politiques sociales du guichet. Chacun peut aller à un guichet pour toucher son dû. Mais ça n'est pas ça qui produit forcément la reconnaissance qu'il attend. Et chacun d'entre nous, dans sa vie, attend de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le fondement ultime, je dirais, de la raison de vivre. Et cela, c'est au fond la grande œuvre à laquelle doit contribuer à sa façon la démocratie, en rendant cette société de la reconnaissance possible, en l'organisant. Alors bien sûr, cela veut dire qu'on doit lutter contre des inégalités insolentes qui portent atteinte justement à cette égalité de relations. Mais il ne faut pas se tromper, on ne fait pas une égalité sur la base du partage du ressentiment. Le partage du ressentiment, c'est une force énorme, mais ça n'est pas une force constructive. Et c'est justement ça qu'il faut réinventer aujourd'hui. Ce sont une nouvelle force des émotions, mais des émotions positives, et pas simplement des émotions négatives. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'ont apporté les populismes. Ils ont dit, attention, les émotions, c'est très important. Mais ils ont simplement surfé sur les émotions négatives et qui, finalement, présupposent des formes de division sociale encore plus brutales que par le passé. Regardons ce qui se passe en Amérique. Aujourd'hui, toutes les politiques qui visaient à lutter contre les discriminations, elles sont mises par terre, alors que c'était un fait central dans la construction d'une société de la dignité pour tous. Longtemps, le maître mot, la boussole, ça a été l'égalité des chances. On a beaucoup parlé d'égalité des chances. Et je crois qu'il faut changer de micro apparemment. Il ne marchait plus ? Moyennement. Vous n'aimez pas tellement l'égalité des chances, enfin, vous ne la discréditez pas complètement, mais vous lui dites qu'elle n'est pas suffisante, vous lui préférez la société des égaux. Expliquez-nous cette... L'égalité des chances, vous savez, l'égalité des chances, c'est un terme qui a été inventé au XVIIIe siècle, hein, et après mise en musique, si je puis dire, par les Saint-Simoniens. L'égalité des chances, elle est à la fois
nécessaire, mais elle est problématique. Elle est nécessaire parce qu'effectivement, une société juste est une société dans laquelle on n'est pas déterminé par son passé. La définition de l'individu démocratique, c'est qu'il n'est pas déterminé par son passé. Il peut s'inventer. L'homme démocratique, l'homme ou la femme démocratique sont ceux qui ont l'invention de leur vie devant eux. Et pour cela, l'égalité des chances joue un rôle très important parce que l'égalité des chances vise à rompre avec le poids du passé dans la vie des individus. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que si l'égalité des chances, on pensait l'avoir complètement réalisée, à ce moment-là, toutes les injustices seraient justifiées. Et de façon très intéressante, ce sont les Saint-Simoniens qui ont théorisé au XIXe siècle l'égalité des chances en disant, nous, l'égalité des chances, on l'accepte, mais ça aboutit à une société hiérarchisée. C'est-à-dire que s'il y a un système d'examen qui vous classe, eh bien ceux qui ont réussi les examens les plus hauts auront des très bonnes situations, ceux qui sont plus bas ne les auront pas, et personne n'aura à se révolter. Et donc l'égalité des chances, c'est une technique, c'est une vision philosophique qui à la fois vise à conjurer le passé, mais vise aussi à établir un ordre incontestable et non discutable du présent. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas simplement parler d'égalité des chances qui est nécessaire pour se libérer du passé, mais il faut construire une autre forme d'égalité pour le futur. Et cette autre forme d'égalité pour le futur, on peut lui donner d'autres noms. C'est tout simplement la recherche de la justice. On peut lui donner aussi le nom, on l'a vu tout à l'heure, d'une égalité définie par la relation avec les autres. Et cela, c'est très important pour cela de ne pas avoir la religion de l'égalité des chances. D'en faire, il y a des politiques nécessaires de l'égalité des chances, mais voir dans l'égalité des chances l'alpha et l'oméga de tout, non. Non, parce qu'il faut viser l'égalité des places aussi. C'est le titre d'un livre que j'ai publié de François Dubé, Égalité des chances et égalité des places. Il faut l'égalité des places aussi. Il y a des politiques, je crois, qui nous écoutent ce soir. Comment est-ce qu'on met cette analyse, cette écoute des nouvelles définitions de ce que doit être l'égalité? Comment est-ce qu'on met tout ça en mouvement pour en faire une politique vertueuse, une politique sociale vertueuse, efficace? D'abord, c'est le constituer en objet de débat public. On le voit bien lorsqu'on parle d'impôts et de redistribution par l'impôt. Ça doit être un débat public permanent. Je dirais que le cœur de la démocratie, c'est le débat sur la justice sociale. Ça, c'est le cœur de la démocratie. Et peut-être qu'aujourd'hui, on évite, dans certains cas, de l'avoir. Très vite, on se réfugie en disant, oui, il faut faire plus d'égalité. On reste dans le flou. On ne rentre pas, si je puis dire, dans la machinerie de la justice ou de la perception de l'injustice sociale. Dès qu'il y a la perception de l'injustice, c'est une situation qui doit être prise au sérieux, qui doit être prise en compte, qui doit être discutée. Et au fond, l'objet même de la démocratie, c'est comme je viens de le dire, c'est cela. Une société des égaux, si on doit la définir, les piliers de la société des égaux, parce que ça ne peut pas être l'uniformité, le gommage absolu de toutes les différences, enfin, ça paraît pour le coup extraordinairement utopique. Les ressorts, les ingrédients d'une société des égaux, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la singularité? La société des égaux, c'est d'abord la reconnaissance des singularités et la construction de la dignité. Reconnaissance des singularités et construction de la dignité. C'est la lutte permanente contre le manque de respect, contre la déconsidération, contre le fait de ne pas être traité dignement. Or, aujourd'hui, bien sûr, ce sont les choses qui sont décrites de façon centrale dans la littérature, souvent dans le cinéma aussi, mais pas dans le monde politique, alors même que ceux qui gèrent des politiques publiques, tous ceux qui gèrent des politiques publiques le sentent bien, ça. Ils voient bien cet écart qu'il y a entre des politiques de redistribution et des attentes de dignité. C'est pour cela que
eh bien, les politiques sociales doivent se définir aussi, doivent se redéployer en prenant en compte toutes ces expressions de particularité. Vous venez d'un grand et beau pays dans lequel on mène des politiques et on les met en œuvre souvent de loin, de Paris. Il y a un dicton vaudois qui dit « Paris c'est beau mais c'est loin de tout », ce qui n'est pas complètement faux. Ici on est à Genève en Suisse, pays fédéraliste s'il en est, pays de la subsidiarité, pays où par défaut tout se joue en proximité. Est-ce que ce modèle-là vous paraît, c'est la question Christina Kitsos, est-ce que ce modèle-là vous paraît plus efficace, plus à même, ou particulièrement à même de mettre en œuvre les politiques que vous appelez de vos voeux? Une société organisée de façon plus décentralisée, avec une forme de fédéralisme, a l'avantage d'avoir un regard plus tourné, pourrait-on dire, sur le concret. Le grand problème de la culture politique française, c'est d'avoir voulu porter un regard d'ensemble sur le pays comme une espèce de totalité et gérer le pays à la fois et de haut et de loin. C'est ça l'invention du modèle politique français. L'invention du modèle politique français, c'est de dire qu'on va construire un bon gouvernement parce qu'on a une bonne statistique. Et donc cette vision du bon gouvernement comme liée à une bonne statistique définit une façon de gérer les pays qui a peut-être été bonne dans une société assez primitive, disons, mais qui aujourd'hui est une catastrophe. Et on voit que la haute fonction publique française, elle a été la championne de cela et qu'elle pensait connaître la société mieux qu'elle-même. Il y a un sociologue connu en France qui avait dit un jour dans un débat avec des jeunes de banlieue, il leur avait dit « mais moi je vous connais mieux que vous-même ». Appelons-le Pierre Bourdieu pour les commodités de la discussion. Voilà, c'est lui qui avait dit ça et ça avait été très fâcheux, il s'en était rendu compte après. Parce que bien sûr, lui il a une vision plus globale que les personnes avec qui il discutait. Mais le mot connaissance veut dire aussi connaître de l'intérieur. Le mot connaissance doit être inséparable de celui d'expérimentation, de celui d'épreuve personnelle. Et gouverner ne peut pas simplement être gouverner le nombre. C'est une vieille formule de la Révolution française. Maintenant, nous allons gouverner le nombre. Et pour cela, on a mis en place un appareil statistique extrêmement développé. Non, gouverner, c'est aussi tous ces moyens de gouvernement qui doivent pénétrer presque l'intimité de la société. Et nous avons aujourd'hui, même plus largement, une réflexion à faire sur le rapport de la politique à l'intimité. Je crois que c'est ce qu'a montré d'une certaine façon le mouvement MeToo. C'est qu'il y avait des formes d'intimité qui avaient une importance politique pour toute la société. Et donc, c'est un autre regard que le regard simplement qui saisit, je dirais, des catégories. Je vais commencer à faire le lien avec les institutions invisibles. Il y en a trois, pour ne pas les nommer, la confiance, l'autorité, la légitimité. Commençons par la confiance. On parlait de proximité au téléphone hier ou avant-hier, je ne sais plus, et de politique de proximité. Vous me disiez la proximité, c'est aussi, je vous cite mal, mais le moyen d'éviter le soupçon. Ça diminue le soupçon. La politique de proximité, un dispositif de proximité, c'est un dispositif qui, par définition, facilite la possibilité de la confiance. La confiance se définit de façon très simple. En sociologie, on dit que la confiance, c'est l'hypothèse que l'on peut faire sur le comportement futur de quelqu'un. Donc la notion de confiance a une dimension informationnelle. Si je vous connais personnellement, si j'ai des informations sur vous, je vais vous faire confiance. Si je vous croise pour la première fois dans la rue et que vous me demandez de vous prêter immédiatement 1 000 euros, enfin 1 000 francs suisses, si c'est vous, peut-être que je vous les prête, quoi. Vous ne le ferez pas parce que vous n'avez aucune information sur la personne. Donc construire la confiance, c'est construire un rapport où on produit davantage d'informations et de transparence. Et pour cela, il faut ce n'est pas forcément vous qui pouvez le faire, il faut qu'il y ait aussi des garants de confiance. Il faut qu'il y ait des façons de produire socialement cette confiance. Dans le cas français, on a mis en place, à la suite
d'un scandale politico-financier, une haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui oblige à rendre public les patrimoines, les rémunérations, non seulement des personnes concernées, mais de leurs conjoints et parfois même de leur entourage. Et c'est publié sur un site internet pour tous les ministres. Et il y a 30 000 personnes en France qui sont soumises à cette obligation de transparence et qui est publique. Ça, quand on dit tous pourris les politiques, oui, mais là, ça permet au moins de raisonner un petit peu cette accusation parce qu'on sait quels sont les patrimoines et donc on peut se poser la question de savoir comment ils ont été acquis, etc. Donc, il faut trouver les moyens de construire cette confiance par des institutions qui sont en quelque sorte des garants de confiance. Dans l'ordre financier, on voit actuellement que se multiplient les escroqueries par appel à l'épargne. Eh bien, c'est des choses totalement privées, parce que normalement, un appel public à l'épargne, il y a dans tous les pays, en Suisse et dans la plupart des pays européens, des organismes qui donnent une certification. Donc, il y a de la confiance économique qui existe parce qu'il y a cette forme de certification. Alors, c'est jamais parfait, mais il faut qu'on multiplie les certifications démocratiques. Vous comptez beaucoup sur ces autorités indépendantes pour restaurer, pour construire, pour fabriquer la confiance. Oui, parce que les autorités indépendantes, bien comprises, ont une particularité. C'est qu'elles doivent se définir comme éminemment démocratiques parce que ce sont des autorités, des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. La démocratie, c'est aussi le régime qui se définit par le fait qu'on ne peut pas s'approprier le bien public. Et quand un gouvernement possède une majorité, il peut être tenté, possédant la majorité, de développer des politiques qui l'avantagent ou qui avantagent les groupes sociaux, alors qu'il est à côté, je dirais, de ces institutions majoritaires. Il est important qu'il existe des autorités comme les autorités indépendantes qui, par exemple, ont toutes pour caractéristique qu'elles ont une gestion collégiale. Le pouvoir exécutif, vous êtes Premier ministre, vous êtes président, il y a une hiérarchie du pouvoir. En Suisse, on a une acception collégiale du gouvernement et de l'exercice du pouvoir exécutif. C'est déjà un bon progrès par rapport à la France, mais en tout cas, le fait que des autorités se comportent de façon collégiale, avec des délibérations publiques, ça apporte, je crois, dans une démocratie, un autre type de garantie très important. Car sans la confiance, tout se détruit. On peut dire que la montée vers le nazisme a été le produit indirect de la construction de la défiance monétaire. L'inflation est le produit du fait que personne ne croit que la monnaie va continuer à être stable. Et donc, on accélère sa déstabilisation en permanence. Et c'était au milieu des années 20, la grande crise monétaire allemande. Plus personne ne pouvait spéculer sur l'avenir. Et Konrad Adenauer, qui est à ce moment-là le jeune maire, un tout jeune maire de la ville de Cologne, il a dit « l'hyperinflation, ça veut dire la guerre civile, parce que plus personne ne peut compter sur les autres ». Et je crois que la confiance, pour cela, elle joue à tous les niveaux un rôle très important. Et il ne faut pas en rester à des invocations vagues. Construire la confiance, c'est construire des institutions qui permettent, je dirais, qu'elle se fasse une place. Mais alors, qu'est-ce qui fait, pour revenir à votre ouvrage, qu'est-ce qui fait de la confiance, mais aussi de l'autorité, de la légitimité, ce que vous appelez des institutions invisibles? Le mot lui-même est assez mystérieux. Une institution, c'est deux choses. Une institution, c'est ce qui produit de la cohésion et ce qui permet d'inscrire une action dans le temps. Bon, la confiance, ça permet de construire dans le temps, puisque ça repose sur le fait que vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Et puis, ça produit de la cohésion aussi. Donc, c'est une institution, mais c'est une institution, elle n'a pas d'adresse, elle n'a pas de bureau, elle n'a pas de fonctionnaire. Pas de gouvernance. Elle n'a pas de gouvernance, mais elle joue le rôle, quand même, l'équivalent d'une institution. Et dans l'ordre de l'économie, on a commencé à percevoir ce rôle de la confiance très tôt sur le marché à Athènes. Sur le marché à Athènes, il y avait une sorte de, je dirais, de déclin du marché parce que tout le monde pensait qu'il allait se faire gruger par les autres. Et donc,
Les acheteurs se méfiaient des vendeurs et du coup, ils achetaient moins. Et ils préféraient vivre dans leur petit coin avec leurs petits fruits du jardin ou leurs petits légumes. Et c'était une catastrophe économique. Et donc, le gouvernement à Athènes à l'époque, c'était au temps de Périclès, a eu l'idée de dire, eh bien, on va mettre en place sur le marché des contrôleurs de la qualité des produits et des mesures. Parce que les gens disent, je vous mets 100 grammes, et en fait, ils mettaient 70 grammes, etc., etc. Et donc, on a fait nommer par le tirage au sort, donc ça pouvait être n'importe qui, on pouvait leur faire confiance, des magistrats chargés de vérifier les poids, les mesures et la qualité des produits. Et donc là, on a vu qu'il n'y a pas de vie commune, là, économique en l'occurrence, qui marche, s'il n'y a pas des béquilles de la confiance. Et plus tard, tout le grand commerce international va se développer avec des minorités, parce que ces minorités chinoises, juives, de différentes religions ou de régions, eh bien, vont être des petits groupes suffisamment proches et solides pour que les gens se fassent confiance à l'intérieur. Et donc, on a pu permettre que quelqu'un envoie une cargaison à 3000 km en sachant que ça allait bien arriver parce qu'il y a cet élément de confiance qui était né de la proximité du petit groupe. Et bien, ce qui, dans des périodes archaïques, provenait de la proximité de petits groupes, maintenant, on le construit par de l'information et par des institutions de support. On a une tendance actuelle à vouloir restaurer la confiance, puisqu'on a compris, je pense, que la confiance fabrique du commun, fabrique du lien, constitue, solidifie, que son absence délite. On a tendance à miser sur la technologie. La baguette magique de la confiance, maintenant, c'est la blockchain. C'est la bonne voie ou c'est une fausse piste ? Il y a toujours eu des gens qui pensaient qu'on pouvait trouver des techniques qui permettaient de se passer de la confiance. Par exemple, la confiance, c'est pour diminuer le risque. Vous faites confiance, ça veut dire que vous pensez que vous allez diminuer vos risques. Mais au 19e siècle, des gens disent qu'il n'y a pas besoin de confiance. L'assurance gère des risques. L'assurance, c'est ce qui permet une technologie de gestion du risque. Et maintenant, par exemple, la monnaie, le bitcoin, enfin toutes les monnaies de ce type-là, vont reposer sur le fait que comme chaque monnaie, chaque transaction est inscrite, il y a une connaissance généralisée de tout sur tout. Et donc, ces monnaies, théoriquement, ces monnaies sont des monnaies de la confiance absolue, qui n'ont plus besoin, qui dépassent la confiance, puisque la connaissance est totale. On connaît tout sur tout. Et la réalité, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même, ces temps derniers, des manipulations, et paradoxalement, parfois menées par des personnalités politiques. Alors, la confiance comme institution invisible, compris. Qu'est-ce qu'il en est de l'autorité, de la légitimité ? C'est des mots qui sont parfois sulfureux. Hein. L'autorité, c'est vite manipulé par les Commençons réactionnaires. par la légitimité, c'est très simple. Depuis longtemps, on a vu qu'un gouvernement ne pouvait pas simplement fonctionner par la force. Hein, c'est même un libéral français qui dit « le gouvernement se trompe s'il pense qu'il peut se faire obéir parce qu'il a des douaniers, parce qu'il a des policiers, parce qu'il a des fonctionnaires. Il ne peut véritablement être efficace. » Ça, il appelait ça les moyens de gouvernement extérieurs, hein, ce qui tombe d'en haut sur la société, les règlements, les fonctionnaires, la police, etc. Il dit qu'il faut qu'il y ait des moyens de gouvernement intérieurs. Et qu'est-ce que des moyens de gouvernement intérieurs ? C'est le fait que le pouvoir soit reconnu comme un bon pouvoir. Et c'était tellement important que les Romains ont fait la distinction entre justement le pouvoir et la légitimité. Et c'était une distinction considérée comme tellement importante qu'au Moyen-Âge, il y a eu tout un ensemble de débats théologiques sur le fait de dire que la légitimité, elle était plus importante que la consécration légale du pouvoir. La légitimité l'emportait sur la légalité. La conséquence, c'est de dire que si un pouvoir est mauvais, on a le droit de le supprimer. Et donc, on a fait au Moyen-Âge la théorie du tyrannicide. Si un pouvoir ne se comporte pas bien, il est illégitime. Ça veut dire que son rapport à la société est un rapport malsain, donc il est illégitime, et s'il est illégitime, on a le droit de le supprimer. Et en Angleterre, n'oublions pas qu'avant que Louis XVI soit guillotiné,
eh bien, un roi anglais avait été décapité pour cette raison aussi. Vous en parlez dans le livre, c'est ce fameux pamphlet anglais Killing No Murder qui légitime le tyrannicide. Vous n'avez pas peur, puisque l'ombre de Donald Trump plane au-dessus de votre livre, vous n'avez pas peur d'être lu par la CIA quand vous faites 5 pages sur le tyrannicide? Eh bien, le tyrannicide a pu être dépassé justement parce qu'on a mis en place des institutions qui permettaient de changer pacifiquement. Hein. La démocratie, c'est tout de même le régime qui permet, normalement, les changements pacifiques. Et alors qu'autrefois, beaucoup de changements étaient faits de façon nécessairement brutale ou révolutionnaire. La démocratie, c'est le régime qui permet, normalement, de pacifier et de gérer les conflits sans violence. Il y a un terme sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, parce qu'on l'entend aussi énormément, y compris dans la bouche du président Orange, c'est ce fameux sens commun. On fait appel sans cesse au sens commun, on l'a entendu dans tous les discours. Vous nous dites qu'il faut se méfier du sens commun. Pourquoi est-ce que c'est une notion dangereuse ou possiblement sulfureuse elle aussi? Le sens commun, l'idée de sens commun a une longue histoire. Elle a une histoire qui est d'abord théologique. C'est-à-dire qu'au moment, au XVIIIe siècle, où les Lumières se développent, et c'était même un peu avant, au XVIIe, ce qu'on appelait en France les libertins érudits, il y a eu toute une tendance critique, je dirais, des croyances populaires, en disant les savants savent ce que c'est que la vérité, et les croyances populaires induisent tout le monde en erreur. Et donc, la connaissance est contre le bon sens. Le sens commun, c'est l'erreur. Et contre cette vision des Lumières, l'Église catholique et les églises protestantes en Angleterre ont dit non, non, il faut défendre le sens commun, parce qu'il y a un bon sens commun du peuple, et ce n'est pas simplement l'erreur. Et la Révolution américaine s'est faite avec le mot d'ordre, le sens commun doit être au pouvoir. Hein, le pamphlet qui a fait la Révolution américaine, hein, ça s'appelait Common Sense, et ce pamphlet, d'ailleurs, le thème est juste dans le titre, il n'est pas tellement répété dans le livre. Mais le mot a fait mouche, en disant la démocratie, c'est le sens commun, c'est-à-dire la possibilité du public de discuter valablement du bien, du juste, et de ce qui est au contraire le contraire du bien et du juste. Mais le sens commun, il faut l'entendre dans ce sens-là. Le sens commun, il est incontournable pour définir le fonctionnement des valeurs structurantes de la société. Personne ne peut dire du haut de sa chair ce qui est le juste. Le juste, c'est la discussion publique qui permet de le déterminer. Il doit rester l'autorité, et l'autorité, il ne faut surtout pas la comprendre à vos lire comme peuvent la comprendre un certain nombre de réactionnaires qui aimeraient réhabiliter l'autorité verticale du peuple familial. L'autorité, de façon courante et vulgaire, dire l'autorité, c'est le maître qui tape sur les doigts de l'élève. L'autorité, c'est le pouvoir qui descend sur vous. Non, l'autorité, c'est un mot qui était inventé d'abord par les Romains, qui disaient qu'il faut faire la différence entre le pouvoir et l'autorité. Auctoritas et potestas. La potestas, le pouvoir, ce sont ceux qui détiennent des moyens de coercition. Le pouvoir, il peut s'imposer parce qu'il a des moyens, une administration, etc. L'autorité, c'est un pouvoir moral. L'autorité, vous avez de l'autorité si ce que vous dites est considéré comme important, est considéré comme juste. Et donc, il est très important, disaient les Romains, qu'à côté des pouvoirs, il y ait des formes d'autorité qui soient reconnues, qu'il y ait des sages, disons. Alors eux, c'est la place qui est donnée au Sénat. Mais dans nos sociétés, je pense que l'autorité a aussi un rôle à jouer. Alors, une autorité, à certains moments, c'était des personnes morales, hein, des personnalités qui ont joué un grand rôle par leur dévouement. On peut dire que tous les débats qu'il y a en France sur le Panthéon, c'est un peu ça, hein, qui sont les autorités morales. Mais on voit que ça, c'est très important, que face au pouvoir de coercition, existent des formes d'autorité. C'était longtemps aussi le grand débat théologique en Occident sur l'université. L'université, c'était essayer de mettre en place une autorité de la connaissance. Et à un moment,
c'était considéré comme très important. Ceux qui étaient des maîtres en théologie, même les papes s'inclinaient devant eux. Et on a le récit de papes qui venaient à la Sorbonne pour saluer leur maître. Et dans l'Église catholique, dans les procès de canonisation, le fait d'être un maître en théologie était considéré comme une preuve de sainteté. C'est-à-dire qu'on était en quelque sorte adonné à la connaissance pour la connaissance et pas de façon instrumentale. Et donc aujourd'hui, il est certain que parfois, on peut avoir le sentiment que face à des assauts de démagogie de tous les côtés, eh bien, on manque d'autorité, mais au fond, les construire, c'est peu à peu permettre leur émergence dans l'ordre moral, et qu'au fond, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs appelé autorité un certain type d'institution, parce qu'elle ne vise pas à avoir le pouvoir, mais à donner des conseils que tout le monde a intérêt à suivre. C'était la définition de l'autorité par un grand juriste allemand. Il disait l'autorité ne peut pas donner des ordres, mais elle donne des conseils et des orientations dont tout le monde sent qu'on a intérêt à les suivre. À vous lire, on a l'impression que ces trois institutions invisibles se sont mieux portées, se sont mieux portées par le passé. On a l'impression aussi que sans ces trois institutions invisibles, il est impossible de faire société. Je reviens à notre thème de justice sociale. Est-ce que ça a un sens même de parler, d'espérer, de viser la justice sociale dans un monde où on n'arriverait pas à, entre guillemets, sauver la confiance, l'autorité, la légitimité? Il est certain que ce sont des institutions, au fond, dont on voit la centralité. S'il n'y a pas ces institutions, à la limite, tout peut s'effondrer. Donc, il faut avoir le souci de les faire vivre. Et je crois que déjà en parler, c'est montrer qu'on reconnaît leur importance et qu'on reconnaît qu'il faut trouver les moyens de les faire vivre par la connaissance, par des formes d'institutionnalisation, par des mises en place de systèmes de garants. Il y a tout un ensemble à la fois de procédures, mais aussi de vision du savoir, de la connaissance que l'on peut mettre en place, parce que dans des sociétés divisées, ce sont ces institutions invisibles qui peuvent essayer un peu de recoller les morceaux. Alors, on va dans quelques instants donner la parole aux gens qui ont certainement plein de choses à vous demander. Mais j'aimerais terminer avec les mots d'un grand philosophe américain que vous citez à la fin de votre ouvrage, John Dewey, et qui a cette très jolie formule qui définit le citoyen comme un chercheur en intérêt général. Les citoyens doivent être des chercheurs en intérêt général. C'est ça notre mission. Soit nous devenons tous et toutes des chercheurs, chercheuses en intérêt général, soit on disparaît. C'est la démocratie qui disparaît, parce que c'est la définition même de la démocratie. La démocratie, chercheur en intérêt général, veut dire aussi co-constructeur, je dirais, de définition de la justice sociale, co-constructeur de la définition du commun, co-constructeur d'une vision de l'avenir dans lequel chacun est reconnu dans sa dignité et respecté. Et donc, c'est un commun qui est aux antipodes du commun populiste. Le commun populiste, c'est un commun de la division. C'est un commun qui ne peut exister qu'à travers la stigmatisation, qu'à travers le rejet, qu'à travers la dénomination d'un ennemi intérieur, d'une manière ou d'une autre, ou d'un indésirable intérieur. Eh bien, contre ces visions-là, c'est une autre approche qu'il est possible de mettre en œuvre, me semble-t-il. Vous restez optimiste, Pierre Rosanvallon, malgré cette espèce de sentiment d'inéluctabilité générale qui peut-être, je ne sais pas s'il s'empare de vous, en tout cas c'est mon cas, l'impression que soit rien ne change, soit tout changera radicalement et pas forcément pour le mieux. Comment est-ce qu'on reste Vous savez, autrefois, il y avait une formule qu'on employait souvent disant « il faut avoir du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de la volonté ». C'est une bonne définition du travail de la démocratie aussi. Je crois qu'on peut vous applaudir très fort déjà. Je crois que c'est l'heure. Alors, y a-t-il dans la salle une courageuse ou courageux chercheur, chercheuse en intérêt général qui aurait envie de se lancer? Je sais que la première prise de parole est toujours la plus difficile, vous verrez. Après, ça ira tout seul. Donc là, je continue à faire une très très longue phrase, comme d'habitude, pour espérer que quelqu'un, voilà.
Je vous vois très mal, mais je sais que vous êtes là, je vous devine, je vous sens. Ah, et j'ai vu une main se lever. Voilà. Bravo, monsieur. On peut vous applaudir, vous aussi, puisque vous avez du courage. Bonsoir. J'aimerais savoir comment vous voyez l'évolution des inégalités dans un futur proche, vu qu'on les voit s'agrandir de plus en plus. Merci. Ben, je crois que ce à quoi nous avons assisté récemment, c'est à tout un ensemble de révolutions technologiques absolument extraordinaires. Et que dans ces révolutions technologiques, très souvent, elles sont nées d'une idée simple, mais qui a trouvé une efficacité considérable. Et donc, ça a provoqué un enrichissement surdimensionné d'un petit nombre d'individus qui se sont trouvés et se trouvent actuellement à la tête de fortunes absolument considérables. D'autre part, on voit bien qu'est revenu le temps, d'une manière ou d'une autre, de monopole ou de semi-monopole. Si on prend l'exemple de l'Amérique, l'Amérique a connu un niveau d'inégalité spectaculaire au moment où il y a eu le lancement des chemins de fer, de l'industrie sidérurgique, le lancement de l'automobile. Là, il y a eu ces grands, on les a appelés les barons voleurs, ces fortunes absolument gigantesques des Rockefeller, des Morgan et d'autres. Et puis après, les sociétés se sont construites dans leur affrontement à la Première Guerre mondiale, puis à la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Première Guerre mondiale, c'était un appel absolument extraordinaire à plus d'équité. C'est-à-dire, quand tout le monde a été menacé dans sa vie de la même façon, eh bien, il faut faire société. Eh bien, après la Première Guerre mondiale, on a mis en place presque partout un impôt sur le revenu. Alors qu'avant la Première Guerre mondiale, partout, ceux qui résistaient disaient c'est la réalisation du communisme. Le jour où on a un impôt sur le revenu, les sociétés deviennent communistes, donc il faut les importer. Et même ceux qui proposaient un impôt sur les revenus de 5% étaient traités de communistes irresponsables, aux États-Unis comme en France. Or, aux États-Unis, il y a eu, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, un taux d'imposition maximale des revenus, Thomas Piketty a retracé cela, de 92%. Avant que Mme Thatcher arrive au pouvoir, il y avait un taux d'imposition maximale des revenus de 80% en Angleterre, de 65% en France. Donc, tout cela, pourquoi? Parce qu'on avait vécu des grandes épreuves ensemble. Les épreuves, pour simplifier, des guerres, ou de la décolonisation. Et là, maintenant, on est reparti comme au temps des robber barons américains du début du siècle, avec la distance de ces épreuves à des inégalités absolument colossales et gigantesques. Et on voit de la même façon, lorsque Zuckman, dont j'ai publié les livres en France, dit qu'on pourrait envisager un impôt de 2% sur la fortune des personnes possédant plus de 100 millions d'euros, ce qui n'est pas le commun des mortels exactement, eh bien, il se fait traiter d'irresponsable par tout un ensemble de gens, comme on le faisait vis-à-vis de ceux qui proposaient l'impôt sur le revenu avant la guerre de 1914. Donc je pense qu'on a atteint un niveau d'inégalité absolument stupéfiant, mais ce qui doit être stupéfiant, c'est que la révolte contre ces inégalités n'est finalement pas le fait social central. Les États-Unis est tout de même l'exemple. Le président Trump a prêté serment entouré des 10 plus grandes fortunes du monde, tout simplement, dont 9 américaines et une française, Bernard Arnault. Et pourquoi les gens parmi les plus pauvres de l'Amérique ont célébré l'homme qui défend au premier chef ses intérêts? Pour une raison simple, c'est qu'il s'est présenté comme celui qui s'intéressait, et il a pensé le prouver pour certains, qui parlait le langage de ceux qui étaient les plus défavorisés dans la société. Il s'est adressé à leur ressentiment et non pas à leur pauvreté. Et du coup,
beaucoup de pauvres ont voté pour lui. C'est dire à quel point les sociétés actuelles ne se définissent pas simplement par rapport à des critères économiques objectifs, mais par rapport à ces sentiments de déclassement, à ces sentiments d'injustice, à ces révoltes aussi, je dirais, qui sont de l'ordre presque de vision différente de la civilisation. Bien des personnes en Russie acceptent les oligarques, qui sont vraiment des voleurs de patrimoine public, parce que l'oligarque en chef, qui est Poutine, se présente comme le défenseur de la civilisation russe authentique contre toutes les destructions de la civilisation des individus occidentaux. Eh bien, Trump a fait la même chose. Donc, je crois que c'est cela le problème. On ne pourra lutter efficacement et réduire les inégalités que lorsqu'on aura montré qu'il y a une autre façon de s'intéresser à la société et de parler de la réalité sociale que la façon frauduleuse qui était celle des populismes, qui est celle des populismes dans le monde actuellement. Et l'outil, pour prolonger la question, l'outil de réduction par hypothèse des inégalités de demain, ce sera toujours l'impôt, c'est toujours à chercher dans le champ fiscal? Il y a deux façons de réduire les inégalités. Il y a de réduire les inégalités de revenus et de patrimoine, parce que d'une manière ou d'une autre, le patrimoine fait du revenu, et le revenu fait du patrimoine. Donc, c'est toujours soit sur l'impôt sur le revenu, soit sur l'impôt sur le patrimoine qu'il faut agir. Mais on voit par exemple qu'en France, aujourd'hui, ceux qui ont les patrimoines les plus importants payent très peu d'impôts sur le revenu, parce qu'ils arrivent à transformer directement des bénéfices en patrimoine. Si vous avez une holding qui possède vos actions, si elle fait des gros bénéfices, votre société, elle va à cette holding, vous, ça augmente votre capital, mais ça n'est pas passé par la case revenu, donc ça n'est pas imposé. Et donc, il y a toute cette réflexion à faire sur les circuits du rapport entre revenus et patrimoine. Et celui qui s'est fait le champion de cette réflexion actuellement, c'est Gabriel Zucman, qui a réfléchi. Une autre question, remarque, intervention, inquiétude, angoisse. Voilà. Merci pour la parole, cher monsieur Rosan Vallon. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et moi, je suis travailleur social ici à la ville de Genève. Ma question se pose sur l'échelle internationale. Je suis confronté avec la problématique des migrants venant de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine, aussi de l'Europe de l'Est. Que pensez-vous de la justice sociale à l'échelle internationale? Madame Kitsos l'a souligné que nous sommes dans une période de crise. Vous voyez la crise notamment de l'Ukraine, la crise qui est au Moyen-Orient. On est encore avec le printemps arabe très récemment en Afrique, avec la République démocratique du Congo. Toutes ces problématiques nous montrent qu'il y a une injustice sociale. Et j'aimerais savoir vraiment que pensez-vous par rapport à cette justice au niveau de l'échelle internationale? Merci. Ce qui est frappant de voir, c'est que les perceptions de la justice sont liées à une variable de proximité. Plus les réalités sont proches de vous, plus vous acceptez une redistribution. Et plus elle est lointaine, moins vous pouvez l'accepter. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, si on ne produit pas d'informations sur le monde lointain, regardez par exemple ce qui se passe au Soudan actuellement. Combien, alors que la situation est absolument dramatique ces jours-ci, surtout avec le retrait de l'USAID, eh bien, qui fait des reportages sur le Soudan? Il y en a très peu. Donc c'est une injustice monumentale. Mais cette injustice monumentale, elle est loin de nos regards. Et je crois qu'on peut créer du sentiment de la justice que si on crée de la proximité par le regard. Et les premières grandes associations, je dirais, de soutien au tiers-monde qui ont commencé après les indépendances et les processus de décolonisation, disons, eh bien, les premières qui ont marché, c'était celles qui produisaient de la connaissance sensible, celles qui rendaient le lointain proche de vous. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, entre ce qu'est la solidarité, même si elle est lointaine, la solidarité
interne aux pays européens par rapport au niveau de la solidarité internationale, c'est le jour et la nuit. Ça paraît abyssal même. Et pourtant, nous vivons une même humanité. Mais d'un certain point de vue, quand on voit ça, on ne peut pas dire que nous vivons la même humanité. Parce qu'il y a une déshumanisation dans certaines régions du monde qui ne semble pas nous déranger radicalement. Donc, comment la rendre dérangeante? On la rend dérangeante peut-être justement d'abord par de la proximité. Et que ça, c'est le contraire du populisme. Le populisme, il se fait le champion d'une proximité discriminante. Il voudrait une hyper-proximité à l'intérieur de laquelle il accepte un certain nombre de règles, mais surtout qui n'aille pas trop loin et qui n'aille surtout pas même au niveau de la nation, qui fait des différences à l'intérieur même de la nation. C'est une solidarité d'une proximité de discrimination, on pourrait dire. Et là, au contraire, il faudrait réduire une distance par une proximité que je dirais sensible. C'est simplement s'il y a une proximité sensible qu'il peut y avoir une redistribution acceptée. Est-ce qu'il y a une concurrence des justices sociales? C'est-à-dire qu'est-ce que la justice sociale dans une communauté peut diminuer parce qu'elle augmente dans une autre communauté lointaine du fait du déclassement d'une région et des progrès économiques d'une autre? Ça compliquerait sérieusement la donne. Je ne peux pas répondre précisément à cette question, sinon de dire que ce qui a défini la construction des nations, c'est d'essayer de dépasser les limites de la vision mondiale, en disant, grosso modo, la perspective classique au Moyen-Âge, c'est de dire il faut faire de la terre entière un empire commun. Et les États-nations se développent à partir du XVe siècle, comme les embryons, quand on dit on ne va pas pouvoir faire l'empire mondial. Et donc, on va reporter sur un espace plus petit les objectifs de faire un monde commun. Et donc, l'invention des nations, c'est l'invention de faire, je dirais, ce que prétendait faire l'Empire en grand. On a vu que ce n'était pas possible, donc on le fait en petit. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est le mouvement inverse qu'il faudrait faire, évidemment. Pas exactement celui qui est en train de se produire. Plein de mains maintenant qui se lèvent. Monsieur. Merci beaucoup. Avant de vous poser la question, juste une petite précision concernant les oligarques russes. Je connais un tout petit peu le sujet. Ils sont détestés par la population, mais Poutine n'est pas considéré comme un oligarque. La propagande, elle nous le cache. Elle montre sa déclaration fiscale où il a un petit appartement de 2 pièces à Saint-Pétersbourg, une vieille Lada et puis un garage. Donc vous voyez bien malheureusement pour lui, il a des gardes du corps qui font du jogging dans des endroits qu'ils prétendent pas posséder. Exactement. Et puis évidemment, c'est même pas au nom de l'État, c'est au nom des oligarques, de choses qui prétendent pas. Donc ils sont détestés par la population avec son concours. Mais ce que je voulais vous dire, et vous le savez sans doute, qu'aujourd'hui, nos pays occidentaux sont surendettés. Le vôtre présente, je crois, qu'un endettement qui est maintenant proche de 120% du PIB. Au niveau des impôts, on a 2 pays européens qui ont augmenté les impôts pour les riches dernièrement. Un pays très riche comme la Norvège, et puis la Grande-Bretagne. Et ce qu'on voit, c'est que les riches, la Suisse en bénéficie d'ailleurs, il y en a pas mal qui viennent ici. Donc il y a une fuite des capitaux qui est assez importante. Et apparemment, au niveau international, l'OCDE, ils ont pensé à introduire une taxe minimale pour les multinationales, contestée par Trump aujourd'hui, rien pour les riches. Ici même, à Genève, on a voté récemment, il y a quelques mois, une baisse d'impôts, alors qui va surtout profiter à la classe moyenne. Mais je dirais, dès qu'on parle d'augmentation, vous voyez, on va tout de suite nous dire, notre ministre des Finances, ah non, mais il faut attention parce que les riches, et ce qui est vrai d'ailleurs, 1% des riches payent plus de la moitié des impôts genevois. S'ils partent, ça va être très mal pour vous, donc il faut bien les ménager. Avec ces contraintes, d'une part budgétaires, et puis le risque vraiment
parce qu'ils sont très mobiles, c'est riche. Comment est-ce qu'on peut finalement même tenir les promesses, disons, d'aide sociale? Parce qu'en France, si on prenait les promesses qui étaient faites autant par la gauche, entre guillemets, mélenchonienne, et puis les Le Pen, c'était totalement, au niveau budgétaire, et ça c'est même les économistes de gauche l'ont dit, c'était totalement intenable pour le pays. Donc comment vous voyez la solution à ce problème? On peut dire deux choses à ce que vous dites. D'abord, qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions fiscales qui doivent être posées au niveau international pour éviter qu'il y ait, je dirais, des dérivations. L'Europe a réussi tout de même sur l'imposition minimale des bénéfices des sociétés. Après avoir vu tous les problèmes posés par les différences de taux d'imposition et le dumping fiscal irlandais, il y a tout de même eu des décisions qui ont été prises en Europe. Aujourd'hui a été mise sur la table cette proposition du G20 qu'on a appelée Zuckman et qui est encore tout de même dans les discussions. Et la deuxième remarque... Il y a l'impôt minimal de l'OCDE aussi. Oui, l'impôt minimal des sociétés et puis aussi l'impôt minimal sur la fortune, c'est-à-dire sur le capital. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que par rapport à votre intervention, c'est qui est démarré sur le problème de la dette des États. Mais la dette, c'est quoi? La dette, c'est la différence, c'est le problème de la justice avec les générations futures. Et nos sociétés ont aussi cette question-là. La justice, ce n'est pas simplement la justice redistributive immédiate, c'est le problème des générations futures. Et comment, c'est un exemple très intéressant, on voit actuellement cette tendance, et ceux qui en souffrent le plus, c'est les questions du climat et de l'environnement. Ne pas être plus actif sur les questions du climat, c'est manifester une forme d'indifférence pour les générations futures. Et comment rendre le futur plus proche de nous? Parce qu'on voit bien que ce qui est plus proche de nous, on est capable d'en tenir compte davantage. Eh bien ça, c'est un sujet absolument central des démocraties. On voit bien que chaque individu voit l'avenir, par exemple, à travers ses enfants, voire ses petits-enfants. Il ne le voit pas à davantage de générations. Comment faire rentrer dans notre sensibilité et dans notre quotidien le futur? Ça, c'est une question absolument centrale dans les démocraties et centrale à ce moment-là, en tout cas, pour l'avenir de l'humanité eux-mêmes. Et c'est un autre exemple, justement, d'approche de la démocratie comme l'espace de discussion et de production des idées sur les formes pertinentes de la justice, que ce soit entre groupes sociaux, entre pays ou entre générations. Mais comment vous y arrivez quand vous êtes la France et que le service de la dette vous coûte 50 milliards par année? Eh bien, vous voyez qu'il faudrait davantage dire ce que va représenter pour vos enfants ou vos petits-enfants, si vous avez mon âge, ce que représente cette dette. Voilà, c'est la donner en chiffres, pratiquement la chiffrer, lui donner une image. Les milliards, c'est abstrait. Si vous savez que votre petite fille qui a 14 ans aujourd'hui va en fait avoir à payer l'équivalent de 1 000 € par mois dans 40 ans, ça, c'est quelque chose qui fait sens. Je vois une main ici. Et puis il y en aura une là. Ah, je suis désolé. Le RN et M. Ciotti pèsent un tiers en France. L'UDC, l'extrême droite suisse, pèse un tiers en Suisse. L'AfD pèse un tiers en Allemagne et est peut-être aux portes du pouvoir. L'injustice sociale a de beaux jours devant elle. Ce qui a surtout de beaux jours devant elle, ce sont les partis qui ont réussi à capter toute une partie de l'opinion parce qu'ils apparaissaient comme exprimant les attentes et les rancœurs et les ressentiments d'une partie de la population. Donc ça n'est pas la dénonciation de ces partis, on l'a vu, est absolument sans effet. Ce qui peut avoir de l'effet, peut-être,
c'est de les concurrencer sur le terrain qu'ils prétendent dominer, de l'expression des vraies attentes de la société. Donc c'est par la concurrence et non pas par la négation que l'on pourra le faire. Et peut-être qu'on ne raisonne pas assez en termes des conditions d'une concurrence efficace, la stigmatisation et la dénonciation n'étant pas un principe que l'on voit efficace dans aucun de nos pays. Ici, je crois. Merci. J'aimerais savoir le lien que vous faites entre la justice sociale et la question environnementale. Vous avez touché un peu à la question en évoquant les générations futures, mais au-delà de ça, quelle est la relation que vous faites entre ces deux urgences, à mon avis? D'abord, on peut dire qu'une chose, c'est qu'on ne porte pas assez d'attention à la façon dont la prise en compte des questions d'environnement touche de façon différentielle les citoyens. Et donc, rendre plus sensible pour tous l'environnement, c'est aussi l'illustrer dans la vie de chacun. Et effectivement, la justice environnementale, c'est voir comment chacun se situe par rapport aux autres dans cela. Parce que beaucoup ont le sentiment qu'on leur demande plus que ce qu'on devrait, parce que c'est plus difficile pour eux. Beaucoup d'agriculteurs, par exemple, vont dire moi, je ne suis pas d'accord pour me passer tout de suite d'un certain nombre de produits parce que je ne pourrais pas produire dans des bonnes conditions. Et donc, on ne comprend pas, on ne peut pas progresser dans une société si on ne fait pas une analyse précise des endroits où ça coince. Et si on ne parle pas de cela d'abord, pourquoi y a-t-il des résistances? Si on pense qu'on peut surmonter des résistances simplement avec des discours généreux ou des raisonnements scientifiques, on se trompe. Les résistances, elles se nichent, au fin de compte, dans les croyances et dans les comportements des individus. Et si on ne va pas au niveau de ces croyances et de ces comportements, eh bien, on ne vaincra pas les résistances. J'avais Madame en vert, là-bas. Ah, pardon, je vous regardais, toutes mes excuses. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé et pour les questions. Je profite de vous avoir à Genève pour vous poser une question par rapport à Genève, ville du multilatéralisme. Est-ce que vous pensez, par rapport, vous avez évoqué les institutions invisibles, nous on a bien des institutions qui sont bien visibles, notamment l'ONU, l'OMS, l'OMC, desquelles notre ami Trump se retire progressivement, de manière assez d'ailleurs annoncée depuis son premier mandat. On voit par rapport notamment à la résolution des conflits, là, cette semaine, par rapport au conflit ukrainien, que la réunion s'est tenue en Arabie Saoudite, donc loin des institutions internationales. Est-ce que vous pensez, par rapport à l'historien que vous êtes, qu'on est en train de répéter l'histoire et qu'on n'a pas retenu les leçons de l'après-guerre et est-ce qu'il y a un avenir par rapport à ces institutions internationales, notamment l'OMC, l'ONU et d'autres qu'on a à Genève aujourd'hui? Toutes les institutions internationales sont nées à la suite de grands conflits. L'Europe, après les guerres napoléoniennes, a mis en place tout un ensemble de dispositions diplomatiques neuves. On voit bien que ce qui a été entraîné par la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, on voit bien le rôle de la guerre de Crimée, par exemple, pour un certain nombre d'institutions. Et là, peut-être que l'on voit au contraire un monde dans lequel le commun et les organisations sont en train de se dissoudre parce qu'il n'y a plus d'épreuves qui font commun. L'épreuve qui a produit du commun, c'est la Covid. Mais au fond, on n'a pas construit sur cette épreuve commune. Il faut dire que c'était difficile parce que beaucoup refusaient de reconnaître
la réalité du virus. Et voyez ça comme le résultat d'une stratégie de démolition par un certain nombre de groupes d'intérêt. Donc peut-être que nous sommes dans ce moment paradoxal où nous sommes au bord du gouffre et des difficultés, alors qu'il nous faudrait, je dirais, réanimer des institutions qui suivent les gouffres. Hein. Alors qu'on est là, ils sont devant nous. Et il faut que les gouffres soient derrière nous pour qu'on repense à reconstruire des institutions de ce type-là, je pense. Pas une très grande nouvelle, hein, à l'entendre. En tout cas, c'est ce que l'histoire a dit jusqu'à maintenant. C'est pas forcément une fatalité, mais en tout cas, c'est ce que l'on voit se profiler. Oui. Ah voilà. On va privilégier un peu ce côté qui était oublié. Il n'y a pas que ce côté qui est oublié. J'aimerais dire qu'il n'y a que des hommes qui ont pris la parole depuis le début. C'est juste un peu agaçant, j'aimerais juste le rappeler. Sinon, moi, j'avais plutôt une question plus moderne, peut-être, sur la confiance et la presse et la communication. Finalement, il y a des gens qui croient des choses qu'ils voient une fois sur Internet ou qui voient des images d'intelligence artificielle, où il y a une désinformation qui est telle. Finalement, je pense, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, aussi aux figures de pouvoir et de savoir, j'ai l'impression que là, il y a un peu de tout qui est mis du même niveau. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez réagir un peu là-dessus, autour de l'information et des médias, s'il vous plaît? Oui, moi, une chose je vis dans une institution où il y a autant de littéraires que de scientifiques. On est moitié-moitié. Et donc, au Collège de France, je suis très ami avec un certain nombre de scientifiques. Et nous avons organisé, il y a quelque temps, un colloque sur science et démocratie. La question était la suivante. Pourquoi, alors que la science amène un certain nombre de connaissances qui devraient être considérées comme évidentes, pourquoi ces connaissances sont-ils niées par une partie croissante de la population? Et donc, la réponse de beaucoup de gens, c'est de dire, mais c'est parce que l'école ne fait pas son boulot. Si l'école faisait son boulot, il n'y aurait pas de fake news. Si l'école faisait son boulot, on aurait un autre rapport à l'ensemble, je dirais, des manifestations sur Internet. Je crois que c'est tout à fait faux. Ce qui fonde les fake news, ce qui fonde les certitudes de personnes qui sont totalement contre la science la plus évidente, pourquoi les professent-elles? Parce que ce sont des vérités d'identité. Elles pensent que le monde est divisé par les manipulés et les manipulateurs. Et pour eux, toute une partie de ce qu'on leur présente comme des vérités, ils le voient comme des manipulations. Et donc, pour eux, croire des fake news, ce sont des actes de résistance, mais non pas de résistance à la connaissance. Ce sont des actes de résistance aux puissants. Ce sont des actes de résistance aux manipulateurs. Et on peut dire que la connaissance est simplement l'objet malheureux de cette espèce de nouvelle lutte des classes. Et donc, la conséquence que moi, personnellement, j'en ai tirée, on a fait ce colloque qui a été publié sur Science et démocratie au collège, et avec l'Union rationaliste, j'ai aussi récemment refait tout un travail sur la question. La conséquence que j'en tire, personnellement, elle est très simple. C'est de dire, lutter contre les fake news, c'est lutter contre le sentiment de distance sociale. Tant que des personnes penseront que le monde se partage entre manipulateurs et manipulés, s'ils se sentent manipulés, ils se fieront à des fake news, pourvu que ces fake news soient considérées comme la vraie réponse aux manipulateurs. Donc, au fond, la réponse, elle n'est pas de l'ordre de la cognition, même si on peut espérer faire tous les efforts que l'on veut à l'école. Mais au-delà de cela, d'ailleurs, on voit que bien des jeunes aussi rentrent dans ces fake news. Mais au-delà de ça, c'est parce que c'est la division sociale qui produit la haine de la connaissance. Parce que la connaissance est considérée comme étant indexée sur de la distance sociale, sur de la manipulation, sur de la domination. Et donc, une société dans laquelle la connaissance est assimilée de fait à la domination est une société dans laquelle on ne partage plus cela.
C'était très différent. Pour ce travail, j'ai fait toute une investigation sur les rapports des partis de gauche à la science. Entre 1930 et 1950, un parti comme le Parti communiste, il a organisé à la Sorbonne un anniversaire de Descartes. Il y avait des prix Nobel que l'on a célébrés, qui étaient célébrés. Et donc, la science, elle était amie du parti. Et le Parti communiste se présentait, au contraire, comme le parti de la science, qui avait ses amis scientifiques étaient présents. Et donc, les fake news, il n'y en avait pas là. Parce que, en quelque sorte, la connaissance était de notre côté. Mais quand on... Comment ? Oui, mais Staline, tout ce qu'il a fait avec les médecins, il était au pouvoir. Et donc, au pouvoir, il pouvait dire n'importe quoi. Quand il s'agissait d'avoir de la crédibilité dans la société française, ben, le Parti communiste n'a pas pris cette direction-là. Ils n'ont pas défendu les blouses blanches. Ils ont d'abord ils ont fait ami, si je puis dire, avec les responsables du CNRS. Je n'ai pas vu l'heure passer. On a un tout petit peu dépassé. Mais madame, vous avez tellement attendu, je suis obligé de vous donner la parole. Vous voyez qu'il y a une autre dame qui s'exprime. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup pour cet entretien. J'ai malheureusement pas eu l'opportunité de lire le livre et je crois que ma question répète un peu en termes généraux pas mal des interventions qui sont déjà provenues de la salle. On a un peu l'impression, en vous entendant, que tout est perception, en tout cas le diagnostic que vous faites de la situation actuelle est qu'il y a un problème de perception. Les personnes ont du ressentiment par rapport à leur propre vie, qui les pousse à voter de certaines manières ou à avoir certains jugements concernant ce qui est injustice sociale ou ce qui ne l'est pas. Et les solutions que vous mettez en avant, en tout cas ce qui ressort de votre discussion ce soir, c'est aussi une sorte de question de perception. On veut promouvoir ces institutions invisibles et les perceptions des personnes en termes de confiance, en termes d'autorité, en termes de légitimité. Mais j'ai l'impression que dans vos réponses à beaucoup des questions ce soir, il y a aussi une très grande importance à ce qui est fait de manière plus objective ou de manière plus concrète en termes de politique publique, en créant des politiques redistributives en termes d'impôts. Vous avez parlé de différentes mesures qui ont l'air d'être pas seulement des mesures connectées aux perceptions et plus à l'action politique qui va promouvoir une forme de justice sociale comprise de manière plus objective. Et donc ma question c'est, si on veut se retourner vers la question de que faire, qu'est-ce qui devrait motiver les politiciennes et les politiciens à ne pas acheter un média social pour essayer de convaincre la population qu'ils font exactement ce qu'ils devraient faire et renforcer la perception que la justice sociale est en train d'être mise en œuvre, et qu'est-ce qui devrait les convaincre de se porter digne de confiance ou de limiter les abus de pouvoir desquels ils peuvent être témoins dans les sphères de décision politique. D'abord, je n'ai pas simplement parlé de perception. Et le fait qu'un certain nombre de perceptions soient des réalités, deviennent des réalités. Les perceptions ne sont pas simplement des choses dans les nuages, sont des réalités. Et moi, ce qui m'intéresse en général, c'est d'essayer de voir quels sont les angles morts de la vie sociale. Je dirais, les politiques publiques classiques, on les connaît. Il faut les faire, bien sûr, les politiques de lutte contre les discriminations, les politiques de redistribution, les politiques, que ce soit dans le domaine du logement, que ce soit dans le domaine de la santé. On voit bien quelles sont les politiques publiques classiques, si je puis dire, qu'il faut faire. Mais moi, dans mon travail, là, et dans cela, je me suis intéressé spécialement aux angles morts de la compréhension démocratique, aux angles morts de l'action publique. Un de ces angles morts, c'est ce qu'il faut faire avec les institutions ordinaires. On le sait, il faut le perfectionner, il faut toujours progresser. Mais j'ai voulu réfléchir à ces angles morts que sont les institutions invisibles. De même, je l'ai signalé là, mais c'est très important de réfléchir à la myopie démocratique. Un des angles morts centraux de nos vies communes aujourd'hui, c'est cette difficulté, on vient de l'évoquer, de faire rentrer dans nos visions du quotidien les questions du long terme. Ça aussi, c'est un autre angle mort. Et donc, moi, je me suis spécialement intéressé, récemment en tout cas,
à ces angles morts. C'est ça que je voulais essayer de mettre sur le devant de la scène en montrant le rôle très important que ça avait, et notamment pour la compréhension du populisme. C'est cela que j'ai voulu faire. Donc après les institutions invisibles sortira bientôt le futur invisible, probablement, aux mêmes éditions. Pierre Rosanvallon, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir très fort. Merci mille fois à tous et à toutes. Je vous rappelle que Pierre Rosanvallon sera juste devant pour dédicacer non pas son, mais ses nombreux ouvrages, ceux qui vous intéressent. Merci mille fois à la ville, à Madame la maire et à toute l'équipe. On se retrouve peut-être l'année prochaine. Bonne soirée.